Bienvenue dans Chasse Passion. Nous débarquons en Normandie. Bruno Hébert dévoile pour nous ses installations de chasse au bord des flots. Visite au cœur d'une falaise. Ensuite, nous nous rendrons dans le bois de Tancarville pour une chasse aux pigeons aux aplants. À 15 mètres du sol, il faut savoir jouer des ficelles. Etretat et Le Havre, sur la commune de Saint-Jouin, Bruno Hébert a entièrement adapté le sommet de sa falaise à sa passion, la chasse. Comme tous les matins, Bruno se rend à la volière pour y soigner ses canards appelants, car la vie est rude au sommet d'une falaise. Donc là, monsieur Hébert, où se trouve-t-on? On se trouve sur la commune de Saint-Jean-Bruneval, c'est le lieu dit Les Falaises. Et qu'est-ce qu'on fait? Là, je viens pratiquement chaque jour voir un peu les canards et je les agrène et je change l'eau. À quoi ils servent ces canards? Ces canards, on les utilise quand on vient chasser au gabion qui se trouve juste au-dessus. On les place sur les plateaux en bordure de mer de façon à faire monter les canards vers la terre. Et quel grain vous utilisez pour les agréner? Là, c'est du canard colvert, du blé, uniquement. Comme pour chacune de ces installations, Bruno a prévu une sérieuse barrière contre les prédateurs et principalement les renards. Alors là, c'est un type de canard, c'est des... il y en a deux, c'est de longs cris. Ça veut dire qu'ils crient pratiquement toute la nuit quand on les met en place, quoi. C'est le type d'appât qui marche bien, ça. Oui. Parce que le canard, il passe, ça dépend si la mer est belle ou pas belle. Quand disons, si la mer est mauvaise, le canard il passe assez près de la côte. Donc le cri, forcément, il faut des vents de terre. Le cri des longs cris est envoyé vers le large, quoi. C'est ce qui fait monter les canards. Donc là, monsieur Hébert, où va-t-on aller maintenant? Je vais jeter un coup d'œil à la mare de Mahut, voir si cette nuit il n'y a pas eu des canards qui se sont posés, ce qui me permettra éventuellement, si j'ai le temps, de ce soir, de me venir faire le vol. Et en même temps, j'ai des canards qui se trouvent sur cette mare, voir s'il n'y a pas eu des problèmes, quoi. La visite se poursuit et nous nous rendons au gabion. C'est ainsi que l'on appelle une hutte en Normandie. Celle de Bruno est un modèle du genre. Elle est située en bordure d'une mare artificielle qui attire le gibier du bord de mer. Alors je mets des cales là pour prendre un coup de jus, comme on dit. Le périmètre de la mare est électrifié. C'est pour éviter que les prédateurs viennent, notamment les renards, viennent m'enlever mes aplants.
Vous pouvez nous expliquer un peu le rôle de cette mare? Bah, c'est une mare qu'on a édifiée artificiellement, hein. Et elle est alimentée uniquement par l'eau de pluie. Il n'y a pas d'alimentation par eau, par ruissellement. C'est une mare qui est étanchée avec des matériaux plastiques. Et bon, elle nous sert l'hiver pour voir la chasse, hein. Bruno passe à l'inspection des berges car pour qu'une journée de chasse porte ses fruits, il faut que la mare soit la plus accueillante possible. Qu'est-ce que vous ramassez là? Je ramasse les bourres de la dernière partie de chasse que mes copains ont fait. Sinon, autrement, ça va être un lit de matière plastique. Tout a été mûrement réfléchi. À l'abri, sous des ronces, les abords de la mare sont pourvus d'un agrès noir qui subvient aux besoins de tous les types de gibier. Mais le plus impressionnant reste à venir. Bruno nous emmène au cœur de sa passion, dans sa hutte, qu'il entretient avec la plus grande minutie. Oui, bah, on arrive avec le sac à dos, on pose le sac à dos sur le lit, le fusil et tout. Et on se dirige vers la salle de tir. Et là, on ouvre le guichet. Et on met tout en place, quoi. Donc ça, c'est la mousse pour l'isolation du capot. Alors, on commence par couper le fil électrique, l'alimentation électrique de la clôture. Le confort est de mise. Électricité, chauffage et décoration, rien n'a été laissé à l'écart. Le gabion de Bruno Hébert, c'est un peu son trésor. Cette hutte existe depuis combien de temps? On l'a construite en 88, donc ça fait 8 ans qu'elle est installée. On est parti d'un sol naturel. Donc on a fait un terrassement avec un bulldozer. Et on a étanché le fond de la mare avec des matériaux plastiques. Alors des bâches, en premier lieu, des bâches que j'ai récupérées, c'est une entreprise de remplacement de bâches de conteneurs et de camions. On a fait une couche de ce matériau et ensuite on a mis une couche de bâches à silo maïs noir et on a recouvert de 20 cm de terre. Sinon, cette hutte est quand même tout confort. Bah, cette hutte, je l'ai construite un peu pour quand je cesserai l'activité professionnelle, donc autant faire être dans de bonnes conditions. Elle vous appartient à vous seulement? Elle m'appartient personnellement. Ouais. Vous chassez quoi exclusivement ici? Bah, ici, on y rencontre uniquement des palmés, notamment sarcelles, siffleurs et colverts. Et quelquefois un peu de souchet et un peu de pilet. Et vous les chassez avec quel calibre? Bah, la mare n'étant pas très grande, puisqu'elle dépasse les 1500 m² obligatoires, un fusil normal avec des bonnes cartouches suffit amplement. Et il y a des grands souvenirs qui sont attachés à cette hutte? Bah, il y a eu quelques belles nuits, mais contrairement aux estuaires, ici on est tributaire vraiment des mouvements de gibier. Parce que c'est rare quand le gibier stationne à la mer, sauf quand, comme dernièrement, où il y a des périodes de gel assez intenses, où tous les lacs intérieurs, voire les canaux, sont gelés. Donc le canard se rabat sur la mer. Quel calibre vous utilisez quand vous êtes à la hutte? Ben, j'ai un juste à poser calibre 12, un fusil qui m'a été donné par mon parrain. C'est un très ancien fusil, un fusil belge d'ailleurs, qui doit être un tenon. Ça convient pour tous les types de gibier? Bon, j'utilise ce juste à poser uniquement quand je viens chasser à la hutte, sinon autrement j'utilise des superposés.
En fait, j'ai 3 fusils. J'en ai même d'autres parce que je fais un peu de tir au vol, mais disons pour la chasse, j'ai 3 fusils. Juste à poser pour la hutte. Et pour la chasse devant soi, j'ai un Dactulch appui calibre 12 superposé. Et en poste, j'ai un fusil un peu plus lourd et un fusil à un B325. Belge. Oui, quand la partie de chasse est terminée, si on est 2 ou 3, il y en a un qui s'occupe de ranger le gabion, de nettoyer, et les autres récupèrent les aplants. Et la visite continue avec la muche, sorte de hutte également, mais destinée, elle, à une chasse sans armes, la chasse aux étourneaux au filet. Où se trouve-t-on maintenant? On se trouve dans une muche, on appelle ça une muche ici en Normandie, et c'est l'endroit où on pratique avec les copains une chasse traditionnelle aux étourneaux, au filet, au ray exactement. Comment ça fonctionne ça? Ben, les rays fonctionnent, c'est un peu le style des pantières à palombe, sauf qu'ils ne sont pas mus par des ressorts, mais par l'attraction humaine. Et ça se pratique en période de migration, lorsque les étourneaux font leur migration de nord en sud, avec des vents de face. Les étourneaux passent au ras du sol, et au moment où ils arrivent à hauteur des filets, on les déclenche. Donc, comment ça se passe quand vous voyez un vol de tourneau? Ouais, le vol de tourneau, vraiment, il navigue avec les courants et puis le terrain. Hein. Et quand il se présente juste à l'entrée du filet, on tire sur le câble hein, et ça donne un mouvement de rotation. Hop, il s'engouffre dedans. Enfin, une partie s'engouffre dedans. Hein, parce que... Vous en prendre combien comme ça sur une journée? Dans les meilleures journées, on arrive à en prendre 150, 200. Bruno Hébert a encore pensé aux amis qu'il aime recevoir dans sa caravane. Alors, on a amené ici une caravane qu'on a entourée pour la protéger. Elle nous sert en période de chasse en migration aux étourneaux ou d'autres migrateurs à nous faire un petit pied-à-terre où on peut manger et se réchauffer. Et quand on fait un coup de chasse au lapin, après la partie de chasse, j'invite toujours les amis à faire un petit casse-croûte, quoi. On vous accompagne. Histoire de discuter un petit peu. C'est ici que les copains se réunissent après les chasses. Après la chasse, on se réunit toujours là et moi, j'amène toujours un petit casse-croûte léger sans faire d'excès. Hein. Et puis ça permet de discuter un petit peu parce qu'au moment de la chasse, quand c'est aux chasses au lapin et tout ça, on est plutôt muet, quoi. Donc ça permet un peu de changer un peu nos idées. Et en plus, vous avez un agréable point de vue ici. Bah, là, on a une vue directe sur la mer. C'est pour celui qui est né ici, c'est sûr que c'est très, très attrayant. Alors pour un chasseur, pourquoi c'est intéressant de se trouver près de la mer? C'est intéressant de se trouver près de la mer pour un chasseur dans le sens où le littoral est quand même une voie migratoire. Donc ici, on y voit pratiquement toutes les espèces de gibier chassables et non chassables. Alors, on voit bien sûr du canard, des étourneaux, des pinsons en passereau, verdier, enfin, tout ce qui est limicole, courlis, bécassines, enfin, tout ce qui est migrateur, quoi.
voler dans les plumes des pigeons n'est pas une mince affaire. Bruno Hébert et Émile Amingoal nous donnent quelques trucs et ficelles. Nous sommes dans les bois de Tancarville, en baie de Seine. Bruno Hébert et son ami, Émile Amingoal, préparent avec soin leur chasse aux pigeons avec appelant. Qu'est-ce que vous allez faire là? Ben là, je vais décrocher la corde pour descendre le chariot. Sur chacun des deux chariots, les chasseurs vont placer des palombes vivantes qui serviront d'appelant. Le principe est simple mais ingénieux. Les palombes sont placées sur des palettes actionnées à partir du mirador à l'aide de ficelles. Et c'est le déséquilibre de la palette qui provoque le mouvement des ailes et attire d'autres pigeons. Voilà. Les pigeons là. La corde, on va la prendre après. Tiens. Ah, bébé. Voilà, pareil. Pourquoi ça sert le petit masque qu'il a pour les yeux? Pour éviter qu'ils bougent. Ça, c'est des oiseaux sauvages, ça, qu'on a élevés. On les a pris au nid, quoi. Alors ça, c'est les bracelets. Hein. C'est pour les mettre sur la palette, hein, pour éviter qu'ils s'envolent. Voilà. Comment vous allez placer la plante? On place la plante toujours face au vent, la tête face au vent. Doucement, doucement. Chacun des éléments de cette chasse, chariot, palette et réseau de cordes à poulies,
a été conçu et réalisé par Bruno Hébert et ses amis. Ça va. C'est trop... Oui, qui sont jolis là, depuis la fenêtre. Ah, c'est quoi les enfants? Serré ou pas serré? Bon, tu les mets comme le tien, la même chose. C'est pas... Doucement. Hein? J'attire. La journée s'annonce difficile puisque le temps est couvert. La visibilité est donc réduite et les appelants ne seront peut-être pas vus. Nous sommes du reste en fin de saison et les arbres sont dénudés. Or, le mirador recouvert de sapins risque bien, lui, d'être rapidement repéré. Monsieur Hébert, à quoi servent les cordes noires qui relient le mirador aux appelants? Ça, c'est pour les donner un effet de bascule à la palette et qui fait battre les ailes aux pigeons. Aux pigeons qui sont posés. Tout ça commandé depuis le mirador qui est là. Ouais. Et donc maintenant, après avoir fixé les appelants, on va hisser le matériel? On hisse le matériel sur la plateforme, oui. Après, il y a un réglage de tension à faire aux ficelles, de façon que quand on tire un peu dessus, que ça donne l'effet de bascule. Une fois que tout est prêt, on attend. On attend de voir les premiers pigeons au loin et on essaye de les faire approcher à l'aide des appelants. Uniquement, il n'y a pas d'arpeaux? Non, non. Nous, on met que des appelants vivants. Et nous, contrairement aux pays du Sud-Ouest, on les tire au vol. Parce qu'eux, ils les font poser. Bruno et Émile possèdent 2 appelants qu'ils placent sur 2 arbres distincts. L'un éloigné, l'autre à quelques mètres à peine du mirador dans l'espoir d'infléchir la trajectoire des volatiles les plus curieux vers le mirador. Bon, d'abord, lorsqu'on aperçoit des pigeons, des volants, dans le bois, on les appelle avec celui qui est le plus loin du mirador. Une fois qu'il a été vu, pour les mettre à portée de fusil, on actionne celui qui est plus près. De façon, ils voient le battement d'aile de celui qui est plus près et viennent à portée de fusil du mirador. Voilà. Ce qui attire le plus le pigeon, c'est bien le battement des ailes des palombes. Mouvement assez caractéristique puisque le dessous des ailes est blanc. Ainsi, la régularité du mouvement des appelants fait leur qualité. Il faut des bêtes suffisamment calmes, avec un plumage fluide. Le mirador est également très haut perché. À 15 mètres dans les futaies d'un chêne, on pourrait le comparer à une tour de contrôle. Votre prochain rendez-vous est une chasse au lapin en furetage à Épisy. À bientôt dans Chasse Passion.